Est-ce que tu arriverais à dire aujourd'hui que l'IA, c'est ce qui vous permet de vous développer beaucoup plus fort et c'est ce qui vous a permis aussi d'engranger cette nouvelle levée, par exemple, tu vois? Est-ce que c'est cette techno aujourd'hui qui est la base de Tomorrow? Tu vois, nous, on a toujours eu cette logique chez Tomorrow de quand on avait fait un seed de 3,5 millions, on aurait pu recruter franchement 30 personnes, on en a recruté 15. Quand on a fait une série à 11 millions, on aurait pu recruter 50 personnes, non, on en a recruté 2 fois moins. Donc je pense qu'on a toujours eu cette logique de se dire, en fait, on reste une petite boîte, quoi qu'il en soit, même si on grossit vite, on n'est pas un mastodonte. Et donc c'est nécessaire qu'on reste en fait hyper véloce au quotidien et aussi qu'on ait des gens en fait qui soient passionnés par le sujet, passionnés par le projet. Nous, on est sur un business où en fait tout se passe au téléphone. Par contre, si tu vois, on a testé beaucoup de flow. Au début, on a cru qu'on allait les convertir in-app. On parle de, pour une boîte qui paye environ 1 000 euros, le prix d'euros, il est compris, tu vois, aux alentours de 25% en gros. Là, aujourd'hui, on a lancé une nouvelle offre dans Euro avec justement ce système de révision qui fait que les prix ont augmenté. Donc nous, en fait, on va pas systématiquement augmenter parce que les gens nous disent oui. On augmente quand on estime qu'on ajoute La valeur, quoi. une valeur de manière notable. Et là, tu vois, les prix ils ont doublé depuis hier parce qu'en fait, on estime que la fonctionnalité qu'on a lancée hier, elle est en termes de valeur équivalente à l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait lancées précédemment. Et donc, c'est là, tu vois, qu'on repackage et qu'on redistribue. Mais autrement, on n'a pas augmenté en total. Salut Antoine, Hello, ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, ça me fait trop marrer. J'ai eu Tomorrow quand tu m'as dit hello, je fais hello Tomorrow, il va me parler que comme ça, ça va être génial. Antoine, tu es le cofondateur et CEO de Tomorrow, justement. Là, on est tout début avril, le 1er avril, donc jour du poisson d'avril, et on est le lendemain d'une levée que tu viens d'annoncer. Et donc, trop content de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Je fais pas tout le temps un timing si parfait, mais là, c'était vraiment nickel quand je t'ai contacté. Donc, qu'est-ce qui se passe là sur la boîte? Raconte-nous un peu pourquoi cette levée et c'est quoi peut-être les ambitions, les choses que tu veux mettre en place grâce à la levée? Ouais, peut-être pour refaire un peu d'historique, nous, on fait une solution de gestion de contrat. Donc, vulgairement, si on vulgarise un peu, ça veut dire on permet aux entreprises de gérer la totalité du funnel contractuel, tu vois. Donc, générer les documents, les négocier, les signer, évidemment, ça, tout le monde connaît. Une fois qu'ils sont signés, les ranger et les archiver. Il y a 2 piliers chez Tomorrow. Il y en a un, c'est la collaboration. Donc, tu vois, notre vision initiale, elle est vraiment articulée sur... on est convaincu que le contrat, tout va se passer en ligne avec une plateforme collaborative. Tu vois, il faut au moins être 2 pour contractualiser. Donc, par définition, ce sujet, il est collaboratif. Et à l'IA, et donc je vais revenir sur ta question juste après parce que c'est important de recontextualiser, qui est un sujet qui est chez nous depuis 2 ans. Tu vois, on n'a pas commencé avec une vision articulée autour de l'IA. Au contraire, c'est assez opposé parce qu'au début, tu vois, les concurrents qu'on avait sur le marché, ils étaient, eux, très focalisés sur l'IA. En fait, l'IA dans le juridique, ça fait un moment que ça existe. Tu vois, extraire des champs dans des documents, ça fait un moment. Et nous, on avait décidé de ne pas prendre ce chemin-là. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment de l'IA que tu devais entraîner toi-même, vérifier les résultats toi-même. Donc, ça demandait énormément de ressources qu'on n'avait pas. Et là, depuis 2023, donc, on a pu vraiment accélérer sur ces sujets. Et la levée qu'on a annoncée hier, donc c'est vrai que le timing, il est parfait. On aurait difficilement pu trouver un moment hier pour faire cet épisode. Elle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. On pourra y revenir un petit peu, je pense, aujourd'hui. Mais on a une stratégie vraiment d'accélération en 2024. Tu vois, 2023, on a exploré. 2024, on a structuré et accéléré sur l'IA. On a eu des vraies belles preuves qui sont le sujet de l'épisode d'aujourd'hui sur la fin d'année 2024. Et donc, c'est là qu'on a eu un momentum et on s'est dit, ok, on a un truc de dingue entre les mains, il faut qu'on aille encore plus vite. Et on a levé en 8 jours les 25 millions qu'on a annoncés hier. Et donc là, on est super content. On a beaucoup de ressources pour faire ce qu'on veut. Donc, on va dépenser ça intelligemment, mais ça fait plaisir d'avoir les moyens de ses ambitions. Ouais, tu as parlé justement de dépenser intelligemment. Il y a une grosse tendance qui se crée. Alors, je sais pas si c'est une grosse ou une micro-tendance, mais en tout cas, on voit une tendance de fond se créer sur le fait de bien gérer son capital et de créer des équipes assez petites mais assez performantes. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est un truc qui t'inspire? Est-ce que c'est dimensionné en fait avec les investisseurs directement? Ou est-ce que juste tu vas faire un peu comme avant, c'est-à-dire lever des fonds, ça veut dire recruter beaucoup, in fine, et avancer comme ça? Alors, je pense que les deux sont pas opposés. Tu vois, nous, on a toujours eu cette logique chez Tomorrow de... quand on avait fait un seed de 3,5 millions, on aurait pu recruter franchement 30 personnes, on en a recruté 15. Quand on a fait une série à 11 millions, on aurait pu recruter 50 personnes, non, on en a recruté 2 fois moins. Donc je pense qu'on a toujours eu cette logique de se dire, en fait, on reste une petite boîte, quoi qu'il en soit, même si on grossit vite, on n'est pas un mastodonte. Et donc c'est nécessaire qu'on reste en fait hyper véloce au quotidien et aussi qu'on ait des gens en fait qui soient... passionné par le sujet, passionné par le projet et hyper investi dedans avec ce côté un peu entrepreneur, tu vois. Et donc, les profils qu'on a cherché à recruter depuis le début, c'est ça, c'est des gens qui ont ce côté entrepreneuriat, qui aiment sortir un peu de leur scope quand il faut aller aider un collègue sur un autre sujet parce que ça patine. Et donc, c'est dur, tu vois, je te dis ça aujourd'hui, mais peut-être que
Dans un an, je te dirais, putain, c'est le truc qu'on a complètement raté sur la phase de recrutement qui nous attend. Mais je crois pas. Et donc tu vois, là, on va recruter, on va passer de 60. Ouais, vous êtes 60 là ? Ouais, on est de 60 et fin d'année, on sera 110, 120. Donc on va doubler cette année. Quand même. Ouais. Mais pareil, avec 25 millions, tu vois, les boîtes, il y a 3-4 ans, en fait, elles allaient recruter 100 personnes. Elles faisaient beaucoup plus que ça parce qu'elles pensaient relever des gros montants derrière. Ouais. Exactement. Ouais. Donc il y a un sujet de fond qui est évidemment bien piloter ta boîte et ton cash, c'est clé. Ça l'était il y a 5 ans, c'est juste qu'on l'avait un peu oublié. C'est clé et pour autant, c'est pas significatif d'aller moins vite, je pense. Donc justement, il faut rester extrêmement exigeant sur le recrutement, savoir prendre le temps dans le recrutement. Et voilà, je pense qu'on a plutôt bien fait jusqu'à présent et qu'il va falloir qu'on continue jusqu'à encore longtemps. Je te le souhaite. Tu as dit tout à l'heure du coup qu'il y avait 2 volets, je sais plus comment tu l'as qualifié, quel mot tu as donné pour ça, mais en tout cas, il y a une activité historique et il y a une nouveauté qui est arrivée récemment, et d'ailleurs ça va être l'objet de l'épisode, comme tu l'as dit. Je veux bien que tu nous racontes ça un peu, cette transition. C'est quoi le signal déclencheur qui te fait dire faut aller là-dedans ? Et on va aller très très vite en effet sur le sujet de l'épisode qui est comment ça s'est passé et comment vous avez atteint ce succès. C'est une vraie métrique de succès, ce qu'on a dit en intro d'épisode, c'est-à-dire convertir très très vite tes clients historiques. On pourra donner même les montants que tu es OK de communiquer, merci beaucoup pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe entre l'offre historique de Tomorrow, qui s'appelait Leeway à l'époque, mais on va éviter ce nom-là, c'est du passé. Ça fait un an, ouais, exactement. Jusqu'à ce Tomorrow d'aujourd'hui et l'ambition que vous avez là sur l'intégration de l'IA et ce que vous vendez. Ouais. Donc, si on repart un peu historiquement, même aux prémices, tu vois, donc comme je te disais en introduction, nous, notre conviction la plus forte, c'est que c'est une évidence que tous les contrats vont être traités en ligne, tu vois, et que Word, les emails qu'on s'envoie, en fait, on est sur un schéma archaïque qui va changer. Donc ça, c'était la vision qu'on avait en 2020, c'est toujours celle qu'on a. Évidemment, le marché, il a progressé dans ce sens-là. On n'est pas aujourd'hui à un marché qui est conquis sur cette manière de faire. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai bon espoir parce que quand même les choses changent très vite sur les dernières années. Donc ça, c'est le pilier fondamental qui fait que quand on démarre, on se dit, en fait, nous, on ne va pas aller sur le marché contrat, AI, extraction de données, parce qu'il nous semble vraiment extrêmement compliqué à maîtriser. En fait, tous les contrats sont extrêmement différents, donc tu peux l'entraîner sur un client et sa typologie de contrat, mais tu vas avoir du mal à le répliquer et ça va te coûter énormément de people derrière pour valider tout ça. Donc ça, on n'y croit pas trop. Donc tu crois pas en la génération de contrats par IA, c'est ça ? Non, je crois pas en l'extraction de données. Tu vois, les concurrents historiques, c'était des boîtes qui avaient comme valeur de dire, en fait, t'es une grande société, t'as des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de contrats sur papier. Ouais. Nous, on fait une IA qui va aller extraire les informations clés de tous ces documents-là et te les stocker en ligne. Ouais. Nous, on trouvait ça cool, mais on pensait qu'en fait, c'était juste mettre un petit peu de scotch sur un problème beaucoup plus gros qui est, finalement, si tu crées une solution qui gère ton contrat de A à Z, où tu évites les imports-exports, en fait, tu maîtrises la donnée qu'il y a dans les documents du début jusqu'à la fin. Donc, tu n'as pas besoin à la fin d'aller mettre cette espèce de patch pour récupérer la donnée que tu as perdue dans le process. Donc ça, c'était un des postulats. Et le deuxième, c'était aussi de se dire, en fait, si on vient gérer tout ce workflow, on est aussi dans une position où on a énormément d'opportunités devant nous. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher d'autres verticales de documents, tu vois, des devis, on peut aller même faire, du procurement, on peut aller faire ce qu'on veut parce qu'on est un opérateur de workflow. Et le truc qu'on n'avait pas vu venir, c'est évidemment l'arrivée des LLM, parce que ça fait partie des opportunités du coup qui sont arrivées sur la table et qu'on n'avait pas du tout anticipé en 2020, évidemment. Et donc ça arrive en 2023. Et en fait, je m'en souviens parce que 2023, c'est le moment où on fait notre série A. Et notre série A, on a déjà des premières fonctionnalités autour des LLM, de l'IA générative, notamment sur de la reformulation de texte dans le contrat. Donc, on est sur des cas d'usage assez basiques. C'est pour ça que je te dis, on est vraiment dans l'exploration. Et je pense que ce qui nous fait mettre le pied à l'étrier, c'est... en fait, on a un dev en interne qui a vraiment été précurseur sur ça et qui nous a poussé à faut qu'on teste, qui faisait des POC, tu vois, qui nous envoyait les trucs. Et en quelques heures, il y avait des POC qu'on pouvait tester, qu'on mettait en prod. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc vraiment, 2023, c'est marrant. C'est pas forcément une opportunité qui vient des clients ou de vos utilisateurs. C'est plutôt quelqu'un interne qui est un peu un champion, un power user de ces technos. C'est quand en 2023 ? Parce que qu'on se rende compte... tu me dis, vous travaillez déjà avec des LLM, vous utilisiez ça, il y avait un peu d'expérimentation. Pour qu'on donne un peu un horizon de temps, je crois que ChatGPT sort en novembre 2023, enfin la configuration que tout le monde connaît, la boîte de dialogue officiellement, c'est là que... novembre 2022, pardon, je vais y arriver. Et c'est là que effectivement il y a un effet énorme, il y a une traction énorme d'ailleurs qui est devenue assez mainstream très vite.
connu par les gens, quoi. Et vous, en 2023, c'est ça le signal qui fait que vous commencez à expérimenter, ou c'était quand même avant déjà que ton ingénieur... Non, c'est ça. C'est clairement à ce moment-là. Et comme tout le monde. Les premières expérimentations, elles ont lieu sur fin 2022, début 2023, parce que la levée qu'on fait, la série A, elle a lieu au deuxième trimestre de 2023. Okay. Et à ce moment-là, on a déjà justement quelques features implémentées dans le produit. Ça fait déjà 9 mois en fait que vous jouez avec les trucs. Ça fait 6 mois par là. On est encore vraiment dans une phase d'exploration. Et donc, on va faire la levée. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va avoir une vraie stratégie sur 2024 qui va être, je pense, décomposée en plusieurs temps et dans laquelle on est encore. Qui est, en fait, la première étape, c'est, si on prend un peu une pyramide, c'est il faut qu'on ait de la data de qualité. On va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. On est sur un sujet qui est très propice au LLM. Tu vois, on a de la donnée à forte valeur ajoutée dans un document très compliqué. Rien n'est structuré, donc on a un terrain de jeu qui est bien. Et en même temps, on a du repository, donc on a beaucoup de contrats. Donc, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont intéressants pour nous. Et donc, premier élément, c'est en fait, il faut qu'on aille maîtriser cette donnée. Et donc, l'axe 2024, c'est celui-là. C'est de se dire, tout ce qu'on va faire avec l'LLM, c'est pour faire en sorte d'aller extraire un maximum de données, s'assurer qu'elle soit constamment à jour, et la rendre facilement accessible aux utilisateurs. Donc ça peut être via du résumé, ça peut être via du chat avec un contrat, ou ça peut être même via du chat avec tous tes contrats. Donc ça, c'est vraiment la base, les fondations. Et là, on est dans la deuxième phase qui est, OK, ça, on l'a réussi. Et tu vois, pour te donner un exemple, début 2024, donc sur notre fonctionnalité qui, quand tu lui donnes un contrat, va aller extraire n'importe quel type d'information donc, que tu as spécifié. Début d'année 2024, on est à moins de 50% de véracité. Tu vois, je sais pas comment on dit, accuracy, quoi. Ouais, ça, de précision. De précision sur les données qui sont extraites. Et ça, c'est pas nous qui l'estimons, c'est pas fait sur un échantillon qui nous va bien, c'est nos clients, quand ils font une extraction, ils peuvent dire si c'est OK ou si c'est pas OK. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit c'est OK ou c'est pas OK, nous, on calcule le pourcentage. Donc, début 2024, on est à moins de 50%. Et on arrive fin 2024, on est quasiment à 95% de précision. Et on pourra aller un petit peu au-delà, mais le 100%, il est inatteignable. Pourquoi parce que, en fait, même humainement parlant, tu feras forcément des erreurs dans de l'extraction de données. Tu vois. Si là, je te mets 100 documents et je te dis extrais-moi ces 10 champs sur ces 100 documents, tu vas faire des erreurs. Et donc, en fait, le sujet n'est pas d'aller chercher le 100%. Le sujet, c'est comment est-ce que tu fais gagner beaucoup de temps à tes utilisateurs en faisant mieux qu'eux, en ayant plus de précision. Et donc 95%, c'est un taux de précision qui est meilleur c'est un très bon Pareto, quoi. Qu'un humain. Et les derniers pourcents, ils seraient extrêmement durs à chercher parce que l'erreur, elle provient sur des champs extrêmement spécifiques que tu vois, ton IA n'a pas trop l'habitude de voir. C'est pour ça que je disais que c'est un bon Pareto, c'est-à-dire qu'en fait, aller déployer des efforts pour aller chercher ces 5%, c'est démentiel vis-à-vis de ce que ça apporterait dans l'expérience et en termes de gain de productivité pour tes users, quoi. Carrément. Ok, hyper clair. Juste qu'on comprenne bien, donc, en gros, ce que je comprends, c'est que votre strat produit ou strat de boîte, elle est revue très fortement en 2024. Il y a de l'expérimentation en 2023, elle est revue en 2024. Est-ce que tu arriverais à dire aujourd'hui que l'IA, c'est ce qui vous permet de vous développer beaucoup plus fort et c'est ce qui vous a permis aussi d'engranger cette nouvelle levée, par exemple, tu vois, est-ce que c'est cette techno aujourd'hui qui est la base de Tomorrow pas facile à dire à nouveau, je sais bien, mais est-ce que tu penses, toi, avec ta vision, que c'est le cas? Ah, clairement. Et en fait, c'est vraiment le mix entre l'historique qu'on a et l'IA, parce que les deux sont en fait vraiment complémentaires. La chance qu'on a, je pense, en ayant misé sur la collaboration au début, c'est qu'on n'a pas uniquement de la donnée contractuelle sur des dates, des clauses, des choses comme ça. On a aussi de la donnée d'interaction sur comment les gens se mettent d'accord. Tu vois, comment les entreprises arrivent à ce fameux document final. Quelles sont toutes les interactions qui ont eu lieu, les points de friction, les commentaires qui ont été mis, l'argumentaire qui a été utilisé. Tu vois. En fait, nous, on a toute cette information-là parce que toute la négociation de contrat, elle se passe sur la plateforme. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'en fait, on a une position qui est extrêmement intéressante. C'est que et c'est la deuxième phase, tu vois, de notre stratégie, c'est aujourd'hui, on comprend l'intelligence contractuelle en fait des entreprises. Et donc, on est dans, tu vois, ce qu'on a annoncé hier, c'est révision de contrat assistée par l'IA. Donc, on vient de faire des recommandations. Tu reçois une nouvelle version de ton contrat. Il y a eu 100 modifications qui ont été faites. Oro, donc notre assistant, vient de faire des recommandations sur comment les traiter. Et ça, en fait, ça va radicalement changer la manière dont les entreprises font du contrat parce que le réflexe historique, c'est je suis commercial, je suis acheteur, je reçois ce document avec 100 modifications, j'envoie ça au juridique qui du coup est débordé et qui doit gérer un flux énorme alors que dans ces 100 modifications, il y en a plein qui sont
récurrentes qu'on pourrait traiter très simplement. Et donc là, aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme où on va permettre à ce commercial, on permet d'ailleurs, il faut que je parle au présent maintenant, on permet à ce commercial, à cet acheteur, de traiter une grande majorité des éléments en autonomie et au juridique de n'être sollicité que sur les quelques points les plus critiques. Tu vois. Ok, hyper clair. Je veux bien qu'on en parle un petit peu. Donc, tu as parlé de Oro, qui est le nom de l'assistant IA qu'on a à nouveau parlé, qu'on a évoqué en intro. Quand est-ce que tu lances ça? Je veux bien que tu nous donnes un peu un horizon. Quand est-ce que tu lances ça? Combien de temps ça vous prend à développer? Et tu disais, et on l'a dit en intro, que vous avez mis 2 mois pour avoir une vraie preuve de marché dessus, puisqu'en fait vous avez réussi à signer 26% de vos clients historiques de manière précise. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je veux bien un peu step by step, que tu me dises un peu comment vous l'avez réalisé avec l'équipe. Ouais, alors déjà je vais dire un truc qui est un peu contradictoire avec tout ce que je dis depuis le début, c'est... Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur les AI, c'est incorporé dans le produit. C'est pas les AI d'un côté et le produit Tomorrow de l'autre. Ça ne fait qu'un. Et pourtant, tu vois, on applique une stratégie de vente qui est pas alignée avec ce discours. Pourquoi? Je vais l'expliquer simplement. En fait, on est convaincu que essayer de vendre quelque chose, c'est la meilleure manière d'avoir des réponses honnêtes de la part des clients. Donc, bien qu'on ait cette conviction forte de se dire tout ce qu'on construit avec les AI, c'est devenu le cœur de Tomorrow. À chaque fois, on se force à aller le commercialiser pour voir en fait si c'est juste un gadget pour les clients ou au contraire si en fait ils en ont nécessairement besoin, ils peuvent plus s'en passer. Donc il y a un peu cette divergence dans le discours et donc ça c'est clé parce qu'on l'a fait en 2024 et on le refait aujourd'hui une dernière fois parce que après tout sera mélangé dans nos plans et justement on va aligner la vision et le discours. Donc tu vois, 2024, on est une boîte où on aime bien faire les choses avant de surmarketer. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont surmarketé beaucoup de ROI qui n'existaient pas vraiment. On a voulu prendre un peu la direction inverse à ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est en fait, nous, on va pas faire de bruit. Donc stratégie 2024, nous, on va pas faire de bruit. On avait déjà un peu marketé, mais pas plus que ça. C'est vrai, parce que moi, je disais à Jonathan qu'on connaît en commun, j'entends plus parler d'eux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais nous, on est des silencieux et on est des besogneux. Donc, on a travaillé, tu vois, jusqu'à l'été 2024. C'était focus produit, bêta avec quelques clients sur les sujets dont je t'ai parlé, c'est-à-dire extraction de données, mise à jour de la donnée, restitution de la donnée. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. Et vraiment, c'est ça qui est magnifique, c'est que toutes les courbes d'usage, il n'y a pas un mois où elles étaient en dessous du mois précédent et ça faisait du plus 30% d'usage tous les mois. Donc, on sentait qu'on était en train de construire quelque chose qui allait vraiment avoir un bel effet le jour où on allait le commercialiser publiquement. Donc on a littéralement fait ça pendant tu vois, les 7 premiers mois de l'année jusqu'à l'été. C'est quoi l'objectif? Vous aviez un objectif en tête de réussite pour vous dire ok, c'est parti, on arrête d'être secret maintenant et on en parle? C'était principalement lié à la précision d'extraction. Okay. Tu vois, ça c'était un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. L'étalomètre de se dire si on a moins d'un 80%, c'est assez similaire à ce que va faire un être humain et surtout les équipes ne vont pas avoir suffisamment confiance pour se dire ok, j'accepte qu'il y ait 5% d'erreur et du coup de ce fait-là, je vais pas tout relire. Ça c'était la métrique de succès en fait, produit typiquement, qui vous faisait vous dire à un moment bon c'est bon là on est bien, c'est abouti, on peut y aller, on peut commercialiser et parler quoi. C'était le mélange entre ok on passe les 80% de précision et on est aussi sur une trajectoire où on ne fait que l'améliorer de mois en mois. Donc en fait on sait qu'en fin d'année on sera à un excellent niveau. Donc ça c'est première partie de l'année. Et à la rentrée, tu vois, donc là en fait on aligne, et ça je pense que c'est le plus passionnant, c'est on sait que mi-octobre on commercialise. Donc là on rentre plus dans une phase où le produit il est pas mal, il y a quand même l'équipe il est même très bien, il y a quand même l'équipe qui va continuer à bosser dessus en septembre, octobre, mais il y a aussi une nouvelle, il y a des nouvelles dynamiques qui rentrent en jeu, c'est ok, comment est-ce qu'on l'inclut dans le produit, comment on le market dans le produit, comment est-ce qu'on met en place, tu vois, nous un système de crédit. Donc, chacune des actions que tu réalises consomme un crédit et tu peux utiliser gratuitement Oro jusqu'à 50 crédits ou plus selon ton plan et après, tu es bloqué. Et après, ça s'active. Donc ça, c'est le packaging en fait, c'est la façon dont vous arrivez à faire rentrer vos utilisateurs et les convertir quoi. Ouais, sachant qu'on va vraiment pas les convertir in-app. Nous, on est sur un business où en fait tout se passe au téléphone. D'accord. Et donc par contre, si tu vois, on a testé beaucoup de flow. Au début, on a cru qu'on allait les convertir in-app. On parle pour une boîte qui paye environ 1000 euros, le prix d'Oro, il est compris, tu vois, aux alentours de 25% en gros.
Tu vois, on a testé plusieurs trucs. Il est compris aux alentours de 25%. Là, tu parles de convertir des clients historiques. Ouais. Ouais, c'est ça. Clients historiques. Donc, en gros, on va augmenter les paniers moyens d'environ 20, 25%, 30%. Ok. Vous l'avez essentiellement approché sur les clients historiques à l'époque. Non, on a fait les deux. Tu vois, à partir du 14 octobre, je crois que c'était ça la date, c'est OK, on doit aller en signer tant en new business et on doit aller en signer tant sur les clients. Mais les clients, en fait, je pense que c'est le plus parlant parce que c'est ceux, en fait, qui utilisent et qui disent j'en ai besoin. Et c'est très différent de quelqu'un qui arrive, qui a jamais utilisé ton produit. Et c'est très bien d'arriver à le vendre, tu vois, mais potentiellement, il n'y a pas eu ce même effet qui est j'ai testé sur mes contrats que j'avais dans Tomorrow depuis X années, et en fait là, je peux plus m'en passer, et donc je paye. Donc le oui d'un client historique, il a vraiment une valeur au niveau de la valeur que ça apporte, qui est quand même hyper forte. Mais au 14 octobre, on a apporté les deux, tu vois, il fallait aller en signer. Un peu plus de 50 clients sur les 2 mois. Le but, c'était de valider que Oro est du coup vraiment une offre complémentaire à l'historique. Et ça, il n'y a que vos clients historiques qui pouvaient vous le donner. Tu n'avais pas exactement les mêmes infos si un nouveau client débarquait sur Oro, j'imagine, quoi. Ça n'avait pas le même poids parce que c'est très différent. Quelqu'un qui a utilisé, tu vois, tous ses crédits pendant un mois et qui dit en fait, ou au bout d'une semaine, tu vois, qui dit en fait, je suis bloqué, j'ai besoin, donc faut que je paye. Comment ça se passe? Versus un client à qui tu la démo, tu vois, donc les deux sont complémentaires. Mais d'un point de vue produit et feedback, le client utilisateur qui convertit, c'est quand même une magnifique preuve de. Et ça, quand tu le répètes, c'est quand même une magnifique preuve de. Ok, ce que nous avons construit apporte une valeur forte au client, à tel point que ça convertit vite, aux alentours de 25%, donc tu augmentes de 25% ce qu'il payait. Tu vois, on n'est pas sur un petit incrément, on est quand même sur un truc assez gros. Ouais. Donc 50 clients, tu dis? Ouais. Et ça représente quoi en volume de personnes contactées? Donc j'imagine que vous avez contacté tous vos clients, quoi. Non, on n'a pas contacté tous les clients. Justement, on a fait des tierings en fonction de la data sur les clients. Ouais. Tu vois, nous, tu as quand même différentes typologies de clients, différents use cases adressés sur Tomorrow. Donc, en fonction, on savait un petit peu ceux qui étaient les plus chauds, ceux qui étaient middle et ceux sur lesquels c'était pas nécessaire d'aller mettre de l'intensité. Et après, voilà, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire toute la boîte a vraiment été alignée. C'est-à-dire, certes, on parle d'un produit tech, mais en fait, in fine, dans une boîte SaaS comme nous, tout le monde a les mêmes mots à la bouche. On parle tous du produit. Le sales, il vend le produit. Les customer success, ils parlent du produit aussi. Donc, tout le monde parle du produit à la fin de la journée. Et donc, on a vraiment fait de ce sujet, je pense, un sujet de boîte où, évidemment, la tech et le produit continuaient à bosser fortement dessus. À côté, il y a eu le marketing. Donc, tu vois, à partir de un petit peu avant l'été, on repositionne aussi pas mal le discours autour de l'AI. On fait une lettre ouverte sur quelle est notre vision. Tu vois, on commence à préparer un petit peu le terrain. On fait une vidéo avec Kim, la Head of Product, pour justement parler de tout ça et de ce qui arrive. En septembre, il me semble, on fait un gros événement qui s'appelle Now en ligne où le sujet central, c'est l'IA et le contrat. Donc, tu vois, on prépare un peu le terrain. Donc, côté marketing, on fait le travail un peu de repositionnement. Et après, on va aussi former et enable les équipes customer, les équipes sales, avec beaucoup de docs, mon chief of staff qui monte aussi sur des meetings en tant qu'expert, tu vois. AI pour venir pitcher, on fait des battle cards sur comment est-ce qu'on positionne parfaitement Oro par rapport à la concurrence. Donc on va vraiment bosser le truc pour que le 14, en plus d'avoir les dynamiques produits, donc tu vois, t'es bloqué quand t'as plus de crédit, tout ça, voilà, tout soit carré et top départ. On a 2 mois jusqu'à la mi-décembre en gros pour que on en fasse un maximum. Et c'était vraiment important, tu vois, je pense, de se dire il faut qu'on vende et dans un temps court. Donc en fait, si on met une intensité folle, quel résultat on va avoir derrière et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si tu dis maintenant on distribue, mais sans justement mettre cette intensité très folle et cet objectif très court, je pense que tu as moins de réponses sur le potentiel que tu peux avoir. Parce que forcément, tu dois faire des choix. En 2 mois, tu peux pas signer. On aurait pu signer beaucoup plus de clients. Mais factuellement, à un moment, tu dois faire des choix parce que tu peux pas te disperser. Donc, ça permettait vraiment de se dire, en peu de temps, jusqu'où on peut aller, quoi. Pourquoi ces 2 mois d'ailleurs de délai? Parce que ça tombait bien avec. C'est la fin d'année. Après, il y a la période des fêtes. Donc, c'est quand même quelque chose qui vient couper une dynamique, quoi qu'il arrive.
tu vois, il y a 2 semaines où tu sais que tout se ralentit et tout est au point mort. Donc, en vrai, tu peux pas faire beaucoup de business. Donc, ça tombait bien. On était, tu vois, c'était la rentrée de septembre. Donc, on a communiqué tout ça aux équipes. On a aussi communiqué qu'on prévoyait d'aller faire une levée à l'été 2025. Donc, un petit peu plus tardivement que ce qui a été prévu. Et que justement, cette traction sur les AI, elle allait être un des paramètres importants dans notre capacité à aller relever vite en 2025. Voilà, donc c'était un peu, il y avait un momentum et une conjoncture. Trop bien. On a couvert pas mal de sujets, mais je te propose qu'on récap sur 5 piliers. Donc en produit, ce qu'on comprend, c'est que donc, tu nous as bien raconté comment vous lancez Oro, la phase d'expérimentation, ensuite cette stratégie mise en place en 2024. Si on parle vraiment du produit et qu'on essaie de visualiser un petit peu sur votre produit historique, comment vous le faites apparaître, Oro, sur le produit? J'imagine qu'au-delà juste d'appeler les clients, il y a eu un moment aussi, où les clients ont peut-être vu des call to action passés ou juste, un guide, une phase d'onboarding. Comment ça s'est fait dans le produit? En fait, donc déjà la manière dont on a voulu concevoir Oro, c'est il faut que ça apporte de la valeur à chaque instant de la vie du contrat. Tu vois, on s'est pas dit on va juste le faire sur l'extraction et on va s'arrêter là. Nous, on s'est dit, en fait, cet assistant, on le voit vraiment comme en fait une nouvelle personne dans ton équipe à qui tu peux déléguer. Et donc, en fait, si tu délègues, tu vas pas déléguer juste l'extraction de données. Tu vas dire, moi, j'ai besoin que tu m'aides un peu sur la rédaction, que tu m'aides sur la négociation, que tu m'aides sur les approbations et derrière, évidemment, que tu m'aides sur la partie archivage. Donc ça, c'est un premier point important. Et après... donc, on a plein de fonctionnalités qui sont autour de ça, tu vois. Donc, tu as de la reformulation qui apparaît quand tu sélectionnes du texte, par exemple, dans Tomorrow. On a les résumés. Donc, résumé de contrat, ça peut paraître un peu évident, mais la grande valeur, elle est quand tu viens approuver des documents. En fait, tu vois, tu es quelqu'un qui n'a pas le temps, tu es un head of sales ou tu es un CEO d'une boîte, et tu dois approuver avant que ce soit envoyé ou signé. Tu n'as pas envie de tout lire, mais en fait, là, tu as juste un résumé qui va te synthétiser les points clés. Et donc, tu n'as pas forcément après besoin d'aller consulter le contrat. Donc ça, pareil, tu vois, quand tu es dans la phase d'approbation, le résumé de contrat, il apparaît. Et toi, tu l'as sous les yeux. Ça. Et après, on l'a intégré dans l'interface. Et on a même, tu vois, par exemple, là, avec ce qu'on a annoncé hier, on a carrément revu l'expérience de révision d'un contrat. Parce que on ne pouvait pas... si on voulait faire mieux, le mieux, il passe pas uniquement par le technique, il passe aussi par à quel point l'expérience que tu offres, elle est meilleure par rapport à ce que tu as avant. Et donc, ça nécessitait à la fois de bosser sur la partie technique de recommandation, mais ça nécessitait aussi de se dire, en fait, là, on a face à nous un sujet où il faut qu'on repense l'interface de négociation de contrat qui est centrale dans Tomo, tu vois, qui est le truc historique où tu te dis... c'est la page où tout le monde vient collaborer et tout, avec les co-contractants, avec tes collègues en interne. Et là, on va revoir complètement cette interface parce que il faut qu'on fasse une place nette justement à cette nouvelle fonctionnalité et qu'elle soit parfaitement intégrée dans le parcours utilisateur, sinon en fait, elle ne sera pas utilisée. Et donc ça, on a complètement revu. Ça, c'était quand? C'était avant les 2 mois de commercialisation Non, ça c'est par rapport à, tu vois, c'était pendant. En fait, on a commercialisé. À ce moment-là, les équipes produits, elles ont commencé à bosser sur ce qu'on a lancé aujourd'hui. Donc, tu vois, elles ont fait de la discovery sur le Q4. Et là, sur le Q1, il y a eu un gros taf de delivery où on a pris des clients aussi qui ont testé avec nous un peu de bêta. Trimestre 1 2025. Ouais, trimestre 1 2025. Ok. Et donc ça, c'est vraiment, tu vois, la fonctionnalité de révision, elle est intégrée aujourd'hui à plein d'endroits, assez discrètement et très value-oriented. Tu vois, par exemple, dans les templates, on va te dire, là, on a identifié 5 règles de négociation. Enregistre-les pour que demain, ça puisse te permettre d'avoir des recommandations dans tes négociations. Tu vois. Donc, on est allé mettre des petits bandeaux qui disent, là, tu t'apprêtes à modifier ton template, on a identifié des règles. Alors, mets à jour ton playbook. Ça, c'est pour les clients qui ont choisi de travailler avec Oro, mais pour les gens qui n'ont pas encore souscrit, comment ils le voient? C'est pareil. C'est pareil. En fait, c'est pareil, sauf qu'eux, ils ont un flow qui est, première étape, active. Il est coupé à un moment, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, là, on a je crois que c'est plus de 80% des clients qui l'ont activé. Donc, en fait, c'est de 25 à 80 depuis. Non, 25 qui payent qui sont clients. Ok. Mais activés et qui, tu vois, utilisent ponctuellement dans une limite de crédit. Okay. On est à 80%. Ok. D'ailleurs, tu parles des crédits, c'est intéressant. C'est une partie que j'aime bien. Sur le packaging et le pricing, est-ce que ça a évolué? Tu parlais de limite de crédit au début. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que tu as des intuitions? Comment c'est packagé maintenant, Tomorrow?
ça n'avait pas évolué en termes de pricing sur tu vois, le système de crédit. On a vraiment eu une approche coût au début pour se dire ça, c'est ok, essayons de faire le travail de se dire, nous, l'unité de référence, c'est le contrat. Donc par contrat, combien de résumés vont être générés? Faisons cette hypothèse-là. Par contrat, combien de questions vont être posées au chat sur le contrat? Combien de reformulations vont être faites? Combien de recommandations de négo vont être faites? Donc on a eu cette approche. Et après on s'est dit, ok, combien nous coûte OpenAI pour chacune de ces actions? Et derrière, faut qu'on ait de la marge, et surtout, faut qu'on ait un filet de sécurité qui est que si demain l'usage il est exponentiel, en fait, on ne se retrouve pas piégé avec des coûts qui explosent et un tarif qui est lui stable. C'est quoi les bonnes pratiques là-dessus? D'ailleurs, tu disais, on prend les coûts d'OpenAI, il faut qu'on mène de la marge. C'est un peu comme dans le retail, on met 30%, ou c'est quoi les bonnes pratiques? Ouais, nous, on a été hyper arbitraire, où effectivement, on a mis x5. Okay. Et on s'est dit, en fait, avec ça, on est large, et on est large. En fait, c'est vraiment c'est comme de l'assurance. En fait, tu as des clients qui vont te coûter peut-être plus cher, et tu en as qui vont te coûter moins cher, qui payent ou non, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'approche coût, et ça n'inclut pas du tout la valeur que tu déploies au client et le temps que tu lui fais gagner. Tu vois, le client, il paye pour ça à la fin. Il paye pas juste pour amortir des coûts d'OpenAI. Donc on est parti comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça n'a pas évolué, tu vois. Moi je me suis perdu. Et tu veux le faire évoluer, ce pricing, comment tu le vois? Il y a beaucoup de logiciels de software SaaS qui ont un peu cette pratique de se dire, nous on fait évoluer les pricing vers le haut tous les 6 mois tant qu'on voit qu'il y a de l'usage. Est-ce que c'est un truc que tu suis toi, ou pour l'instant c'est pas dans les plans? Là aujourd'hui, hier on a lancé une nouvelle offre dans Euro avec justement ce système de révision qui fait que les prix ont augmenté. Donc nous en fait on va pas systématiquement augmenter parce que les gens nous disent oui. On augmente quand on estime qu'on ajoute de la valeur, quoi. Une valeur de manière notable. Et là, tu vois, les prix ont doublé depuis hier, parce qu'en fait, on estime que la fonctionnalité qu'on a lancée hier, elle est, en termes de valeur, équivalente à l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait lancées précédemment. Et donc, c'est là, tu vois, qu'on repackage et qu'on redistribue. Mais autrement, on n'a pas augmenté entre temps. C'est fort ce que tu dis. La valeur qu'on apporte avec cette nouvelle fonctionnalité est équivalente à ce qu'on faisait avant. C'est quoi? C'est de l'intuition, ça? Comment tu le calibres? C'est de l'intuition qui est basée sur aussi une réalité qui est aujourd'hui, si tu prends la vie d'un contrat, en fait, l'étape où tu passes le plus de temps, c'est sa négociation. Tu vois, c'est cette phase d'aller-retour. C'est là, en fait, tu vois, si tu te dis un contrat, j'ai mis 1 mois à le signer. En fait, sur ces 1 mois, il va y avoir quelques minutes pour le générer. Il va être envoyé. Tu vas avoir 30 jours pour le négocier. Et le dernier jour, il va être signé. Ouais. Donc, en fait, là où il y a énormément de valeur ajoutée, c'est comment est-ce que ces 30 jours de négo, demain, j'arrive à les faire passer en quelques jours, voire quelques heures. Et là, en fait, tu as une valeur qui est considérable parce que au-delà du temps que tu as fait gagner aux individus dans le process, tu as accéléré l'activité de ta boîte. Tu vois, tu as permis à tes commerciaux de signer 1 mois plus vite, donc d'encaisser du revenu 1 mois plus vite. Si c'est des contrats marketing, d'en faire la promotion 1 mois plus tôt, etc. Tu vois, donc tu as quand même une dynamique qui est assez folle. Donc ouais, on estime aujourd'hui, c'est notre postulat de se dire, pour nous, c'est au moins équivalent à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ok, très bien. La douleur, en fait, dans votre écosystème à vous, dans votre secteur, c'est vraiment le temps et les fameux allers-retours qui prennent du temps à tout le monde. C'est pas que du temps, c'est aussi de l'énergie, etc. Et ça frustre beaucoup les gens. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce que vous avez adressé là, ça rentre pile dans ce sujet de douleur. Et c'est pour ça que tu penses qu'il y a de la valeur, enfin que vous êtes convaincu que c'est là où vous apportez beaucoup de valeur, quoi. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant. Donc là, on a parlé de produits. Et on est au début, hein. Ça, j'imagine en plus que l'IA va vous permettre d'autres choses et que je sais pas quelle est votre strat, je sais pas si tu peux déjà en parler, mais si je te dis strat à 5 ans, j'imagine qu'il y a d'autres trucs dans les bacs. Mais... Ouais, mais tu vois, même à moyen terme, en fait, on est convaincu, et ça fait partie de la stratégie aussi qu'on a, c'est aujourd'hui, on doit créer de la confiance. Tu vois, pourquoi est-ce que pendant la première partie de l'année 2024, on a travaillé en silence sur l'extraction pour passer de 50 à 95% de précision? En fait, on a créé de la confiance avec les utilisateurs et on les a amenés à passer d'un état qui était début d'année où non, en fait, je suis réticent à confier l'extraction de mes données à l'IA, à fin d'année où en fait c'est un no-brainer et je vérifie même plus. Et en fait, on va faire pareil sur ça. Là, on fait de la recommandation et ça va nous permettre de créer de la confiance. Tu vois, les utilisateurs, ils vont voir que les recommandations, elles sont pertinentes, qu'elles s'améliorent.
Donc ils vont se dire, en fait là je valide à chaque fois des trucs, tu vois, j'ai plus besoin de valider ces trucs-là. Donc fin d'année, la stratégie c'est la même, c'est de se dire, en fait tu vas ouvrir le doc et on aura préintégré les recommandations qu'on t'avait fait et tu vas pouvoir les vérifier si tu veux, on te fera peut-être une synthèse. De ce qui a modifié. Et moi, ce à quoi je crois même à plus long terme, c'est qu'en fait, tu recevras un email qui te dira j'ai reçu un nouveau contrat de Nike qui avait 100 modifs. Voici un résumé de ce que j'ai traité. Voici un résumé des points un peu difficiles qui étaient contenus dans le document. Est-ce que tu veux le checker avant que je l'envoie ou est-ce que je l'envoie, tu vois? C'est excellent. Et là, tu vas même plus consulter le contrat. Ça, on n'y est pas encore. Mais tu vois, à terme, si tu crées cette confiance, tu vas arriver sur des mécanismes, sur des process qui vont radicalement changer. Très cool, merci pour ça. Donc là, on se disait, on a vu le produit. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur produit, pricing, packaging? C'est les 3 thématiques là qu'on a vues. Non, je pense qu'on a fait le tour. On y reviendra si... Carrément, si tu s'arrêtes de penser chez toi, ouais, ok. Au sujet de l'équipe et de l'orga, donc là, je comprends que vous intégrez de l'IA à votre produit. Dans certaines équipes, ça nécessite des changements d'orga ou d'équipe parce qu'il faut faire venir des experts, parce que l'IA permet de concevoir le produit différemment. Est-ce que tu as vu des moves, toi? Est-ce qu'il y a eu des choses à modifier? Ouais, nous, on a testé pas mal d'orga, surtout côté tech et produit là-dessus. Où tu vois, on a aujourd'hui 2 ingés qui sont spécialisés sur ces sujets-là. D'ailleurs, on recrute. Donc, on en a 2 et on en aura 6 cette année. Donc, 2 ingés qui sont focalisés là-dessus et on a testé pas mal d'orga en fait. Au début, on s'est dit, ok, comme c'est quand même des gens qui ont un parcours aussi parfois de software engineer, en fait, on va leur donner l'ownership de la fonctionnalité de A à Z. Tu vois, donc, pas uniquement de la brique AI, mais aussi du back-end, aussi du front. Donc, en fait, ils vont gérer tout de A à Z. Sachant que nous, on est organisé en squad qui, grosso modo, reprennent le cycle de vie du contrat. Tu vois, donc on a une vraie squad sur la négo. Et donc ça va être toute la négociation, toute la signature, l'éditeur, par exemple. Et on a une squad core qui, elle, est plus focalisée sur les sujets suivi des contrats, templating, par exemple. Et donc ça faisait que t'avais ces ingés qui bossaient sur la feature de A à Z. Et en fait, ça nous a un petit peu fait perdre en agilité. Et surtout, en fait, on avait des experts d'un domaine qui passaient beaucoup de temps sur des sujets que le reste de l'équipe maîtrisait. Tu vois, donc, par exemple, le front, tout ça. Et donc, on a changé ça. Je saurais plus te dire exactement quand, mais peut-être... avant le lancement ou après? Avant le lancement. On a changé ça pour se dire, OK, en fait, la squad AI, elle va vraiment être en support et au contact le plus proche, tu vois, des autres squads. Donc, aller au daily, par exemple, mais ils vont traiter que la brique d'AI. Et donc, ils vont bosser. Et donc là, tu vois, la personne qui travaille, qui a bossé sur les sujets de recommandation dans le cadre de révision, en fait, il a été directement intégré à la squad négociation, il allait au daily, et lui, il avait justement à sa charge le fait de bosser sur la brique techno, et il collaborait après avec le reste de la squad sur l'intégration dans le produit, l'expérience, etc. Tu vois. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui. Donc c'est une squad experte sur les techno AI, ouais, qui est un peu roulante dans le sens où elle va tout simplement s'adapter en fonction des sujets du moment. Elle va aller bosser, collaborer avec les squads sur un sujet précis sur lequel ils ont besoin, cette squad a besoin de l'expertise IA, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi important quand tu fais justement une feature de révision de contrat, d'avoir l'expertise négociation. Il n'y a pas finalement, tu vois, c'est ce que je te disais aussi un peu avant, il n'y a pas uniquement l'expertise technique, c'est si tu veux que ta feature elle soit bien adoptée derrière, il faut que ce soit bien intégré dans ton produit. Expertise métier, quoi. Ouais. Et donc là-dessus, l'expertise des ingés qui bossent sur ces sujets de négo depuis des mois, des années, elle a énormément de valeur. Pareil, travailler avec Diane, la product manager qui a bossé sur ça, ça a énormément de valeur parce qu'elle a une vraie vision de la négociation, elle rencontre des clients constamment pour parler de ça, elle sait comment ça va évoluer sur les prochaines années. Donc en fait, c'est clé. Tu peux pas faire ça dans ton coin tout seul. C'est clé qu'il y ait vraiment ces synergies qui se créent entre des experts techniques, d'une techno pure et des experts un peu plus expérientiels et aussi techniques, bien sûr, parce qu'il y a plein de subtilités dans l'éditeur, par exemple, chez nous. Et tu as besoin de ce mélange pour que ça marche bien. Et donc aujourd'hui, c'est l'orga qu'on a. Peut-être que dans 6 mois, elle aura encore changé. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne et donc on est plutôt content. Et ça permet aussi une très bonne vélocité. Tu vois. Ouais. En fait, chacun sait là où il peut apporter de la valeur. Si tu as une bonne orga, une bonne communication, en fait, derrière, ça évite que tout le monde se marche sur les pieds et t'avances bien. Cette squad IA, elle est composée uniquement d'ingénieurs? Ouais.
Ok. Et donc, quand une de ces... C'est combien d'ingénieurs d'ailleurs cette squad ? 2 là. Ils sont 2. Ouais. Et donc, quand un de ces ingénieurs monte sur une des squads métiers, je ne sais pas comment on les qualifie exactement, mais de parcours, tu les as dit qu'elles étaient divisées en parcours. Ouais. Elle ressemble à quoi du coup la squad ? Donc, il y a un ingé ou une ingé IA, il y a une ou un product manager de la squad parcours, entre guillemets. Ouais. Et après, c'est quoi ? Il y a peut-être un nombre de développeurs ensuite là-dessus ? Ouais, et après, tu as 4-5 développeurs. 4-5 donc, tu as un engineering manager et 4 devs. D'accord. C'est Pas de ça. designer ? Si tu es un designer, bien sûr. Transverse à tout ? Ouais. Bah, non, aujourd'hui, on est pareil. On a un designer qui bosse beaucoup sur les sujets de négo. Après, une autre qui bosse sur les sujets plus core. Donc, on a vraiment segmenté. Ouais. Et on recrute aussi, tu vois, quelqu'un au produit sur l'AI pour construire aussi une vision un peu plus AI et qu'il y ait des bonnes discussions et des bonnes synergies produits entre justement PM et AI et aussi PM plus métier historique. Et ce ou cette PM intégrerait la squad AI du coup ? Ouais. Roulante, ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, qui permettrait de faire de la veille aussi, d'aller tester des trucs, de faire de la veille sur la concurrence, de faire de la veille sur même les nouvelles technos qui sortent. Ouais, qui prendrait le rôle de cet ingé champion dont on a parlé au début, qui expérimentait un petit peu et qui a poussé les sujets AI, et peut-être que ça pourrait réactiver des dynamiques pareilles, c'est ça que tu veux dire ? Je pense que c'est complémentaire en fait. C'est très bien aussi d'avoir, tu vois, les ingés qui sont proactifs sur ah ben là j'ai une idée en tête parce que je maîtrise vraiment la techno et je pense qu'on pourrait faire une petite feature comme ça qui pourrait débloquer quelque chose et que cette personne puisse le tester. Tu vois, c'est en quelques heures et derrière que ça puisse aboutir. Ça, c'est vraiment des dynamiques qu'il faut qu'on conserve. Malgré la croissance, c'est important qu'on ne soit pas statique sur quand les gens ont des idées parce qu'ils sont experts du domaine, qu'on les encourage à tester et derrière à voir si c'est pertinent pour la production. Mais ça, c'est clé, que ce soit au produit, mais aussi et surtout en ingénierie. T'as parlé, donc là on a parlé d'orga, c'est-à-dire la manière dont tes équipes s'organisent. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans l'équipe en elle-même ? Donc je sais que vous avez grossi parce qu'il y a eu des levées de fonds et mine de rien vous avez quand même bossé sur un nouveau produit. Mais entre avant le lancement d'Euro et après, est-ce qu'il y a eu des recrutements à faire ou des choses que tu voudrais partager ici ? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. Ouais, juste, est-ce qu'en gros, il a fallu que tu modifies l'équipe, la taille de l'équipe au global ? Ouais, au global, pour le lancement d'Euro. Non, on n'a pas modifié la structure de l'équipe. On a simplement mis des nouveaux rituels en place, aussi avec les équipes qui sont front, prospect, customer, où toutes les 2 semaines, tu vois, ils avaient un meeting avec mon chief of staff où c'était où ça parlait pas mal des axes stratégiques, de qu'est-ce qui avait marché avec des clients, qu'est-ce qui bloquait. Tu vois, donc une semaine sur 2 avec les CSM, une semaine sur 2 avec les sales. Donc c'est plus, on a mis en place des routines qui n'existaient pas autour de ça. Et tu vois qu'on a enlevé une fois qu'on avait vraiment progressé et construit des discours sur les points de blocage, qu'on va reprendre là, évidemment, avec ce lancement. Et après, c'est comment t'en fais un sujet de boîte en fait, comment t'en parles systématiquement dès qu'il y a des Hollands, comment aussi tu vois on avait mis des challenges d'équipe où je sais plus quels étaient les gains, mais t'avais des paliers en fonction du MRR qu'on allait signer sur Euro. Donc en fait pendant ces 2 mois la boîte ne vibre plus que pour ça, tu vois, vraiment. Et c'était assez cool. Pourquoi vous n'avez pas gardé ça justement ? Parce que tu as envie, c'est le début de mois, enfin les 2 mois, c'est vraiment le début de ce lancement. Mais j'imagine que là, c'est le début avant une longue vie sur ce produit. Qu'est-ce qui fait que tu gardes pas ces rituels et cette dynamique c'est épuisant pour tout le monde ? Non, je pense que c'est plus que... En fait, ça a initié la dynamique et elle s'est pas stoppée. Tu vois, on a quelque chose de nouveau. D'accord. En fait, c'est comme avec tes clients. Dès que tu lances une nouvelle feature, faut que tu ailles faire de l'adoption pour qu'ils l'utilisent. Et après, une fois qu'ils l'utilisent, c'est bon, c'est devenu ancré dans leurs habitudes. Là, c'est la même logique. C'est bon, on a quelque chose de nouveau qui arrive chez Tomorrow, qu'on commercialise, qui est vraiment partie intégrante de notre offre. Et donc, comment est-ce qu'on initie une dynamique au global ? Et après, bien sûr, comment est-ce qu'on l'entretient au quotidien ? Mais en fait, là, les gens, aujourd'hui, ils ont compris, toute la boîte a compris la valeur de ce sujet, d'Euro. Et c'est pas, tu vois, on a continué à le vendre sur ce trimestre. Donc, c'était plus une question de lancer, tu vois, un mouvement qui est aujourd'hui pérenne. Et aussi, cette notion de très, très, très forte intensité sur un temps réduit pour aller chercher un maximum de réponses
Et donc ça, je pense que c'est quand même assez propre au lancement de produits. Je sais pas si tu pourrais garder, tu vois, ce niveau d'intensité où en fait on était quand même très 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 pushy systématiquement, quoi. Tu as parlé tout à l'heure, pour finir, sur les sujets d'orga et d'équipe, de vitesse d'exécution, de vélocité. Est-ce qu'il y a un truc là-dessus que tu retiens? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tes équipes sont rapides aujourd'hui? En fait, c'est assez paradoxal parce que moi j'y suis habitué. Donc c'est pas forcément moi qui le... Évidemment, je le vois parce que je continue à voir, tu vois, on continue à release tous les jours. Donc en fait, on a des rituels qui font que c'est pareil, tu vois, on peut pas perdre ce réflexe. Néanmoins, tu vois, c'est plus quand je parle avec des nouveaux salariés qui étaient dans des boîtes plutôt sympas en tech et produits, qui sont là depuis 6 mois et qui disent putain, mais c'est dingue de voir en 6 mois comme le produit a changé. Donc ça te le fait, ça me fait souvent me dire ouais, c'est vrai. Enfin, ça me rappelle, et c'est très bien, que je pense qu'on est excellent et on a une vraie culture de l'excellence sur ça. Et tu vois, aujourd'hui, on est aussi en train de rééquilibrer un petit peu sur comment est-ce qu'on fait aussi un peu plus de qualité, parce qu'on a eu certains sujets, enfin on est un produit où tu vois, on fait du contrat, donc en fait c'est nécessaire de toujours trouver cette bonne équipe, vélocité, qualité. On n'est pas un outil de, j'en sais rien, tu vois, de messagerie comme Slack où bon bah si j'en sais rien, si le message s'est pas envoyé, in fine c'est pas dramatique. Nous, si le contrat s'envoie pas, c'est chiant. Donc, tu vois, je pense que plus on grandit aussi et plus on intègre cette partie qualité encore un petit peu plus à un niveau supérieur dans notre manière de bosser. Et tu vois, j'étais assez content. C'était pas mal en janvier là ou février. On a fait notre premier batch release où on a fait vraiment une release avec pas mal de features qui étaient en fait sous feature flag depuis un moment. Et on a pas mal marketé. Et c'était assez cool aussi. Tu vois, on a fait un vrai lancement autour duquel on a communiqué. On a fait un webinar. Donc c'était assez sympa de switcher aussi un peu de mode où c'est pas on release systématiquement des big trucs toutes les semaines, mais on est capable de le faire en feature flag, d'avoir quelques clients qui le testent, et une fois que tous les feux sont ouverts, bon bah là vas-y, on te fait un petit packaging avec 2-3 features sympas et on communique autour de ça pour faire un batch release. Donc tu vois, on évolue aussi un peu sur notre manière de faire. Donc je pense que ça sera un de nos gros défis, c'est sûr, sur 2025. Tu vois, les équipes vont vraiment beaucoup grossir, l'équipe technique, ça sera une 30aine de personnes, un peu plus, je pense, en fin d'année. Donc, on a des gros chantiers d'organisation qui vont arriver. Tu as déjà une idée, justement, c'est qu'effectivement, quand les boîtes grossissent, on voit souvent que la vitesse baisse, en fait. Tu as déjà une idée de comment faire? Tu t'es un peu renseigné là-dessus? Tu as des convictions? Ouais, moi, je pense que ce qui ralentit la boîte, en fait, c'est le manque de communication. C'est quand certaines personnes... En fait, je pense que tu ne peux pas tout anticiper sur la communication. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Il y a toujours des outcomes qui apparaissent de conversations où c'était pas prévu qu'on parle de ça et finalement on en parle. Et donc la clé, c'est derrière comment est-ce que tout le monde redistribue bien cette information. Et en fait, si tu as ça, et si derrière tu as justement ces petites équipes qui ont des rituels communs, peu importe, tu vois, que les AI Engines aillent dans les daily avec le reste de l'équipe, enfin que tout le monde soit tout le temps ensemble, et que derrière, quand tu as des bonnes idées qui pop de meetings où on n'avait pas prévu de parler de ce sujet, bah que ça soit bien redistribué et que tout le monde soit bien impliqué, moi, je pense que c'est la clé. C'est la clé. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est à chaque fois, quand on a patiné, c'est parce qu'on avait grippé un peu sur des sujets de com. Donc, si on maîtrise bien ça, ça marche bien. Et puis après, tu vois, il faut rester... Enfin, c'est bienveillant, tu vois. Si on a aussi le droit de se rater et d'oublier de communiquer quelque chose, donc ça arrive aussi quand ces problèmes arrivent. Enfin, c'est pas volontaire. Mais voilà, c'est bien. Je pense. Enfin, le sujet principal autour de ça, c'est la com. Bon, on a fait un beau tour là. On a parlé de produits, de pricing, packaging, orga, équipe, un peu de process, donc vélocité, de collab. Le dernier truc qui me vient en tête, mais on a déjà pas mal évoqué, c'est la distribution. Ouais. Donc tu disais que ça a été fait quand vous lancez Oro via les sales. Est-ce que ça a évolué, le moyen de distribuer aujourd'hui? J'imagine que vous tentez des choses, que c'est plus uniquement du sales à la mano, entre guillemets. Comment tu vois les choses pour faire grossir ce produit? En fait, la distribution, c'est quand même assez... c'est très vaste. Donc, chez nous, tu vois, ceux qui ont été impliqués sur ces sujets, tu as évidemment les sales, tu as les équipes onboarding et tu as les équipes customer success. Pourquoi? Parce que, évidemment, les sales, c'est évident. Eux, ils vont
à convaincre les nouveaux clients qui ont besoin d'euros. Pour ceux qui n'ont pas été convaincus, les X%, bah, tu as l'implème derrière l'onboarding qui arrive. Et eux, la stratégie, c'est il faut l'intégrer dans le discours, il faut activer, tu vois, on l'active en test dès l'onboarding pour que les gens utilisent. Donc, on essaye de récupérer une partie de ce pourcentage qui a pas été convaincu initialement parce qu'ils n'avaient pas été testés. Bon, voilà, ok, vous allez tester. Donc, tu vois, la distrib, c'est aussi ça. C'est comment tu l'intègres dans le discours de toutes tes équipes, comment tu viens changer le discours de ton account exécutif pour que dans sa démo, désormais, il y ait 5 minutes au moins où ça parle d'AI. Comment tu fais en sorte que sur ton onboarding manager, ce soit pareil. Donc, sur le process d'onboarding, on va en parler à chaque meeting et on va te l'activer et tu vas tester. Et derrière, tu as les CSM. Et donc, les CSM, la mission, elle est double. Elle est à la fois convertir ce qu'on a récupéré à l'onboarding qui n'avait pas été convaincu. Et elle est aussi sur tous les clients existants qui, jusqu'à présent, n'ont rien. Il faut aller les convaincre. Il faut aller les convaincre. Et donc là, tu vois, c'est du tiering, comme on en parlait tout à l'heure. Pareil, un bon niveau de discours. Tu vois, on a lancé... à chaque fois, on lance des offres Early Bird sur le premier mois. Si tu souscris le premier mois... Enfin, là, sur avril, par exemple, l'offre qu'on a lancée hier, t'as, je crois que c'est 20% par là de remise. Bref, tu mets plein de stratégies. Mais fondamentalement, le sujet, c'est comment tu revois tous tes touchpoints clients, prospects et clients, en disant, désormais, dans mon discours, je dois y inclure cette partie-là. Ok. Donc ça évidemment, avec tous les materials... Non, ça, c'est toujours le cas. Ouais, très clair. Ça, c'est toujours le cas. Et là, ça réévolue avec ce qu'on a lancé hier. Mais c'est toujours le cas. Et tu travailles aussi tes supports. Bref, tu l'inclus vraiment de A à Z. Et ça, c'est assez clé. Tu vois, je pense que mon chief of staff, il a eu un bon rôle là-dedans. Qui était... je pense que l'erreur, c'est de se dire, je l'ai fait une fois. Donc, j'ai mis à jour le deck. J'ai fait 30 minutes pour expliquer aux AE, aux SDR, aux OM, aux CSM. Et c'est good, j'ai fait le taf. Non, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça, c'est que le début. T'as kick-offé le truc et maintenant, il va falloir que tu le suives, que tu améliores les supports, que tu fasses de la réécoute de call de ces différentes équipes pour s'assurer que le niveau de discours il est le même, qu'il est suffisamment précis, impactant. Et si c'est pas le cas, faire des retours, améliorer. Et tu vois, et donc ça a été fait. Et maintenant, le discours est mieux. Tu vois, je pense qu'on peut encore parfaire les choses, c'est évident. Mais encore une fois, voilà, on a atteint un niveau où il y a quand même un discours assez homogène sur tout ça. Et tout le monde est bien formé. C'est bien intégré dans les différentes étapes prospect, client. Et donc maintenant, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer. Mais voilà, on a fait un truc sympa, je pense. Bon, top. Voilà ce qui t'a permis de convertir 25% de tes clients. Ça représentait quoi, 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu me disais, en 2 mois? Ouais, un petit peu moins, ouais. 150 et 160 000, quelque chose. C'est top. Est-ce que dans tout ça, maintenant qu'on a fait le tour, vous avez fait des erreurs que tu pourrais communiquer ici, évidemment? Je ne vais pas te mettre en danger. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Franchement, c'est sûr qu'on en a fait plein. Ouais, au début, on a pensé, tu vois, qu'on allait justement convaincre les clients existants de payer par eux-mêmes dans le produit et qu'on allait n'avoir rien à faire. Tu vois, que ça allait être... j'ai besoin d'euros, je mets la CB, c'est terminé. Self-serve classique. Self-serve classique. Non, ça, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ils sont pas arrivés comme ça. Donc, il n'y a pas de CB enregistré. Donc, c'est pas la manière dont ils ont acheté Tomo, tu vois. Donc ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'on a switché assez vite, finalement, sur un modèle où tu passes sur du call to action qui est me faire rappeler... Bref, tu vois, je pense que le vrai sujet, c'était comment tu arrives à mesurer l'intention d'achat en mettant un CTA qui est le plus engageant possible, mais où tu convertisses quand même. Donc, le payer, il marchait pas, et le me faire rappeler, il a mieux marché. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur comment est-ce qu'on fait arriver la demande. Et tu vois, sur vraiment Q4, on a quand même beaucoup poussé et tiré le truc. Alors que là, on peut, à mon avis, avoir beaucoup plus de prospects, donc clients matures qui sont prêts à acheter, avec qui on a uniquement peut-être un call de formalité à faire pour envoyer un devis. Mais... Donc ça, je pense que c'était une fausse croyance. Et il y a un entre-deux.
entre le self-service et j'ai ma liste de clients priorisée et je vais tous les appeler et essayer de leur vendre haut. Il y a un entre-deux où je pense que tu vois là on l'a quand même mieux fait, où on met encore plus en valeur le produit, le bénéfice que ça t'apporte. Tu peux tester, tu peux l'utiliser. Et donc tu peux quand même te forger une plus grosse conviction. Je pense encore plus qu'en Q4 par toi-même. Donc je pense que c'est une des erreurs qu'on a fait. Et en vrai aussi, je pense qu'on aurait pu plus marketer plus tôt. Tu vois, je pense qu'on a été un peu frileux de se dire putain, notre produit, on est encore quand même sur des niveaux de précision début 2024 qui sont pas foufou. On est loin de ce qu'on a en tête. Et en fait, je pense qu'on aurait pu quand même y aller un peu plus fort, prendre un peu plus la parole, s'exprimer un peu plus, tu vois. Préparer, tu veux dire le lancement, c'est ça? Ouais, préparer le lancement, un peu plus en parler sur le site aussi de ce qu'on faisait. En fait, en parler aussi encore plus auprès des clients. Bref, je pense qu'on aurait pu aussi être un peu plus agressif sur la communication autour de tout ça. Mais on l'a pas payé. Tu vois, ce peut-être petit manque d'agressivité sur ça, on l'a pas payé du tout. Enfin, ça nous a pas coûté quoi que ce soit, vu qu'on a quand même bien performé sur 2024 là-dessus. Donc là, c'est bien. Tu vois, là, par contre, on a vraiment mis les bouchées doubles. Tu vois, on a rebrandé tout Oro pour l'annonce d'hier. On est allé, je pense, beaucoup plus loin, même sur le site, dans tout, beaucoup plus dans le détail. Trop bien. Merci pour ta transparence et tout ce que tu nous as partagé là-dessus. Très cool de voir les coulisses de ce qui s'est passé. Puis ça tombe à nouveau bon timing vu ce que tu nous as dit. On voit que tout est frais. On a eu de la précision sur tous les volets, donc trop bien. Tu voulais nous parler d'une anecdote que tu as vécue. Alors c'était quand du coup cette histoire avec ton premier meeting investisseur? Ça me fait trop rire ce genre d'histoire parce que je pense que sur le moment ça a dû te faire mal, mais que tu arrives à en parler facile 2 ans plus tard ou je sais pas combien d'ans plus tard. Non, ça nous a pas fait mal, ça nous a fait rire. Donc on était... c'était avec un de mes associés. Alors, il avait me demandé quand c'était. C'est difficile. Je pense que c'est en 2019. Et tu vois, et pour la petite histoire, nous, on est des first-time founders. On n'avait jamais levé de fonds. On n'avait jamais parlé avec des invests. Et en fait, assez vite dans l'histoire de la boîte, on est quand même pas mal contacté par des fonds. Et du coup, on s'enthousiasme. Et on est quand même à une époque où il y a quand même beaucoup de liquidités. 2019, 2020, 2021, c'était une autre époque par rapport à aujourd'hui. Donc en fait, on se met à croire qu'on va lever sans rien. Tu vois, à cette époque, on n'a rien. Vraiment, je pense que c'est fin 2019, quoi. Pas de produit, juste des discussions, quoi. On n'a pas de produit. On a... je pense que Sébastien, le troisième associé, arrivera 1 ou 2 mois après. Donc on n'aura encore que 2. Donc on n'a même pas notre CTO qui est quand même hyper important sur un produit comme le nôtre. Donc ouais, c'est pour te dire, je pense on a une idée en fait. On a une idée, on a peut-être fait une landing page et du coup avec une landing page où tu as pas mal d'invest qui mettent leurs emails pour être dans la waiting list, tout ça quoi. Classique. Et ouais, on se fait un meeting avec Xange et donc on est en 2019 et Xange qui a un fonds du coup pour les gens qui connaîtraient pas. Hein. Ouais, qui a un fonds. Et ouais, là on se fait chambouler et c'était hyper drôle. Nous on avait rien, on avait des réponses à rien parce qu'on avait le truc en tête depuis pas longtemps, on maîtrisait pas, on n'avait pas de produit, donc meeting particulier. Mais ouais, ça nous a fait vraiment. On est sorti là en mode putain, qu'est-ce qui vient de se passer Tu sais pas répondre aux questions en fait, c'est ça? Il y a des blancs. Tu sais pas répondre aux questions. Enfin, tu réponds, t'es hésitant, mais tu vois, ça sent que c'est la première fois que tu te poses cette question. Et eux, t'arrives, ils sont. Donc déjà, t'arrives chez Xange, c'était leurs anciens bureaux. T'arrives, il y avait tous les cadres de toutes les boîtes qu'ils ont financées. Et ils ont fait, franchement, les plus belles boîtes de Paris. Donc déjà, t'arrives, tu vois, ça pose un peu le contexte et tu te dis, ok, d'accord, cool. Et t'arrives dans la salle, grande table, il y a beaucoup de monde et tout. Et donc là, tu t'apportes pas beaucoup de réponses aux questions qui te sont posées. Donc ouais, tu sors de là, c'est des bons souvenirs. Et pourquoi c'est une anecdote marrante? Parce qu'au-delà de ça, c'est le fonds, tu vois, qui lead la série B aujourd'hui. Donc c'est un des fonds, mais 6 ans plus tard. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, qui lead ce tour et avec qui on était resté en contact depuis. Et c'est un peu la même histoire, tu vois, au fil des années chez nous. Résonance, donc Maxime de Résonance, qui avait leadé la série A il y a 18 mois. C'est pareil, c'est un des premiers invests avec qui on a discuté, qui nous ont vus. Du coup, Alexis et Max, donc Alexis Xange et Max de Résonance, ils nous ont vus grandir au fil des années, ils ont vu la boîte avancer. Donc c'est aussi pour ça, tu vois, que les choses se sont faites rapidement.
Cette fois-ci, c'est parce que tu arrives, tout le contexte il est posé, tout le monde sait, les invests avec qui tu discutes, en fait, ils connaissent l'histoire parce que tu les vois tous les 6 mois, ils ont été impliqués sur tous les tours. Donc je pense on a discuté avec eux sur le site, sur la série A, ça s'est pas fait, et là sur la série B, ça s'est fait. Donc là, c'est pour ça que c'est une anecdote assez marrante parce que c'est le premier meeting invest, on sort de là. Vraiment, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, mais très marrant, très bon learning. Et voilà, avec quelques années après, on travaille ensemble, donc c'est cool. Tu serais en train de me dire qu'il faut suivre le conseil de justement arriver complètement à poil sur le premier entretien pour montrer ensuite que tu sais faire des choses ou pas? Non, parce que si on avait pu arriver plus béton et surtout en fait avoir plus de rationnel, de se dire mais en fait vas-y, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois, bossons sur les vrais sujets, sortons un produit, allons signer des clients et après on passera du temps avec des invests. C'est plus ça en fait le sujet. C'est pas arriver pas préparé. C'est plus se dire en fait quand tu montes une boîte, que t'es first time founder. Alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, si t'es first time founder, mais nous à cette époque en fait tu lèveras. Il y a très peu de chances que tu lèves de l'argent sur des idées. Donc c'était plus de se dire en fait focalise-toi sur les bons trucs. Quand tu démarres une boîte, c'est ta première boîte, sors un produit, signe des clients, rends-les heureux et après va parler avec des invests. Mais avant ça, tu perds ton temps quoi. Trop bien, merci beaucoup. Antoine est venu, c'est trop cool. Tu disais que tu recrutais justement, tu veux passer une annonce là-dessus? Carrément, donc là on est début avril. T'as les téméraires là, ils sont au bout du podcast, c'est que t'as les téméraires qui écoutent là, donc tu peux y aller. On recrute, franchement on va recruter 100 personnes sur les 2 prochaines années, dans toutes les équipes, donc il n'y a pas de distinguo. Ingénierie, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, donc ingénierie, AI, produit, design, marketing, customer, même fonction transverse, sales, bref, de partout. Donc il y a tout sur Welcome. Vous pouvez m'écrire aussi directement sur LinkedIn si vous voulez qu'on en discute. Antoine Fabre. Voilà, Antoine Fabre sur LinkedIn, très simple. Trop cool. Merci beaucoup d'être venu Avec sur plaisir. le podcast. Et puis écoute, à très vite Antoine. Merci. Salut.